L'équipe de France, c'est un moment important. Quand tu joues avec Zidane, tu te rends compte que tu fais pas le même sport, quoi. Tu fais pas le même sport. Est-ce qu'aujourd'hui, il pourrait avoir le niveau qu'il a ? Je trouve que c'est même insultant envers le foot de douter de ça. On parle de Kvaratskhelia, évidemment. La première fois que tu l'as vu. J'ai vu Ribéry. Et comme Franck, qui avait peur de rien, quoi. T'as encore des rapports avec Oliver Kahn ? Il s'est énervé, il a pris des grosses poubelles. Il a pris une poubelle, il l'a balancée sur un joueur qui était même pas titulaire, qui avait rien fait, c'était le pauvre Santa Cruz. Roque Santa Cruz. Mais tu veux dire quoi à Oliver Kahn ? Tu peux rien dire. Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Campo. Très heureux de partager ce moment avec vous. Très heureux de partager aujourd'hui un grand moment avec monsieur Willy Sagnol, actuellement sélectionneur de la Géorgie, et très heureux de participer à ton podcast. Très heureux de partager ce moment avec toi, Willy. Tu es formé à l'AS Saint-Etienne. Né à Saint-Etienne. Et tu es formé en tant que numéro 10 ? Numéro 10. Meneur de jeu ? Ouais, milieu de terrain, un petit peu milieu de terrain à tout faire. Voilà. C'était quoi la perspective que tu avais vis-à-vis du football et du football de haut niveau ? Bon, les perspectives, elles n'étaient pas... faut se remettre dans le contexte aussi. C'était il y a plus de 30 ans maintenant, il y a 35 ans. Donc le foot, c'était pas comme aujourd'hui, où dès l'âge de 10 ans, 11 ans, 12 ans, il y a des joueurs qui savent qu'ils veulent devenir joueurs professionnels ou qui vont tout faire pour. Il y a des familles qui font des sacrifices pour ça. Moi, c'était pas du tout le cas. C'est un petit peu par hasard. J'étais peut-être plus doué pour d'autres sports, comme, alors ça va peut-être faire rire, mais tout ce qui était la pétanque, la lyonnaise. Et c'est un petit peu mon père qui, un jour, m'a dit, écoute, il y a une journée porte ouverte au club de Saint-Etienne, est-ce que ça te dit d'aller voir et peut-être de faire des tests? Et j'avais pas trop envie, ça m'intéressait pas, donc il m'a forcé, donc j'ai pleuré. Tu voulais pas y aller ? Je voulais pas y aller. Il était supporter de Saint-Étienne ? Mon père a toujours aimé le foot, a toujours adoré le foot. Il était supporter, bien sûr, des Verts. C'était sa région et il avait l'âge pour avoir vécu certaines choses en 76. Donc ça s'est fait comme ça jusqu'à ce que un beau matin, on me dise ce soir tu vas jouer en pro et voilà. D'accord. Mais c'est aussi simple que ça. Ça a été aussi rapide que ça. Donc, mais t'aimais le foot avant d'aller faire cette détection et ces portes ouvertes? T'aimais ça ou t'aimais jouer en tout cas? Oui, j'aimais le foot, mais j'aimais le foot pour ce que c'était, c'est-à-dire un sport où on est avec ses potes. Voilà, c'est tout. C'est drôle que tu parles de ça parce que souvent quand on évoque cette partie-là, dans la formation, dans la jeunesse, on entend d'anciens pros ou des pros dire « j'ai pas eu l'adolescence que vous, ceux qui n'ont pas fait de football, vous avez eu parce que vous avez pu profiter avec les amis, vous avez pu faire des activités ». Toi, t'as pas vécu ce truc-là ou en tout cas Bien sûr que si. Ah si, quand même. Bien sûr que si. Tu l'as eu quand même. Mais c'est très... Ça t'a pas dérangé? J'ai l'impression que certains l'ont mal vécu. Non, mais c'est très monde d'aujourd'hui. Où le monde d'aujourd'hui, il faut... Pour avoir cette envie d'être aimé, j'ai l'impression qu'il faut toujours se poser en victime de quoi que ce soit, en victime d'un système. J'ai souffert. Oui, mais il y a eu des moments qui n'ont pas été faciles, mais pour tout le monde, même pour celui qui a fini comptable ou boucher, il y a eu des moments, ça a été dur. Donc tout est une question aussi de background, de parcours de vie et d'éducation. Ouais. Voilà, moi je suis originaire d'un village, le monde rural. Enfin, c'est dur dès que tu es dans la difficulté dès que tu nais, en fait. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de moyens, parce que... Ils faisaient quoi, tes parents, comme métier? Alors, mon papa, il vendait des chaudières. D'accord. Voilà. Et ma maman, quand elle travaillait, elle faisait du travail de secrétariat. Mais bon, c'était... Quand tu es né dans un village comme ça, en fait, les perspectives que tu peux avoir dans la vie, elles sont pas grandes, quoi. Parce qu'il faut en sortir déjà du village. C'est ce que j'allais dire, ouais. Il faut en sortir. Donc, mais ça n'a pas empêché que j'ai eu une super jeunesse, que j'ai été heureux. Je pense que j'ai été heureux toute ma vie. Et oui, mais si à un moment donné, il a fallu faire des sacrifices, et encore, les sacrifices... c'est pas des gros sacrifices, quoi. Ne pas sortir. Parfois pas voir sa famille pendant quelques semaines, c'est pas des sacrifices. Comme je dis, il y a toujours pire dans la vie. Hein. Quand on regarde Saint-Etienne, Monaco, le Bayern Munich, l'équipe de France, il y a de grands noms. Alors souvent, on regarde, on voit le palmarès, on voit les performances. Mais à quel moment, toi, il y a eu un tournant dans ta carrière?
Je dirais, allez, alors je pense à mon père, forcément, le premier, parce que c'est lui qui m'a un peu poussé. Voilà. Après, je pense à une personne qui était extraordinaire, qu'on appelait Paquite. Je crois que c'était François, son prénom, Pérez. C'était le père de Sébastien Pérez. Ah, l'ancien joueur de l'Olympique de Marseille, qui était Galatasaray. C'est ça, qui était mon premier entraîneur à Saint-Étienne. Et qui était un mec extraordinaire. Enfin, c'était les éducateurs un peu à l'ancienne, mais très paternalistes. Moins orientés sur la passe, elle doit aller là et pas là, mais très paternalistes. Et c'est ces gens-là qui te font grandir. Moi, c'est drôle que tu parles de lui comme ça. C'est là où tu te construis en tant que personne. Et donc, forcément, en tant que footballeur plus tard, tu te construis plus après 20 ans. Après 20 ans, c'est ta façon d'accepter les échecs, les victoires, comment tu deals un peu avec ça. Mais quand t'es jeune, c'est tellement important. C'est pour ça que je trouve qu'aujourd'hui, on est un peu... alors, je pense que ça a été fait à la base pour des bonnes raisons, mais je trouve qu'aujourd'hui, avec des jeunes joueurs, notamment dans les petits clubs amateurs, avec des gamins de 11 ans, 12 ans, je trouve qu'on va déjà sur des choses beaucoup trop profondes dans le foot en termes de formation. Et je trouve que ça manque un peu. Ça manque un peu dans ce monde aujourd'hui où tout est un peu plus feutré, un peu plus neutre, un peu plus pâle, un peu plus... ça manque, voilà. Est-ce que le Willy Sagnol, entraîneur, aurait aimé entraîner le Willy Sagnol, joueur ? Non. Pourquoi ? Je savais que t'allais dire non. Non. Je savais que t'allais dire non. Et je crois savoir pourquoi tu me dis non. Alors, malheureusement, j'avais un gros problème. Pas avec la discipline, ni avec l'autorité. Mais par contre, et moi, et même en étant assez jeune, aussi loin que je me rappelle, j'avais toujours besoin de savoir pourquoi je devais faire quelque chose. Il fallait me donner un sens. Une fois qu'on m'expliquait, écoute, il va falloir que tu cours pendant une heure sans t'arrêter. Si on me disait, va courir 1 heure, je disais non. Mais si on m'expliquait pourquoi je devais courir 1 heure sans m'arrêter, là, je disais ok. Mais il fallait qu'on m'explique. Donc, moi, quand j'étais joueur, je voyais pas ça mal. Mais maintenant que je suis entraîneur, je me dis, imagine si t'as 25 mecs. 25 relous. 25 mecs comme lui, qui tous les jours viennent te demander pourquoi tu fais ça à l'entraînement, pourquoi il y a cet exercice et pas un autre, tu t'en sors pas. Donc, non, j'aurais pas aimé m'avoir. Et c'est pour ça que je respecte encore plus ceux qui m'ont eu sous leurs ordres. Voilà. Mais est-ce que c'est pas justement ce qui a fait le joueur que tu étais ? Parce que t'as changé un poste. On va beaucoup parler de ce poste de latéral. Tu fais partie de ceux qui ont été au virage de l'évolution du poste de latéral droit, selon moi. Que je pense qu'à un moment donné aussi, comme je dis, moi j'ai été formé milieu offensif. Et je me suis retrouvé arrière droit, donc il y a forcément un bagage. On avance dans la vie avec notre bagage, nos peines, nos tristesses, mais aussi notre bagage d'expérience. Donc, je pense que ça a correspondu à un moment donné où, comme on en parlait avant l'émission, Cafu, ça a été celui qui a révolutionné un peu le poste d'arrière latéral et il a lancé une mode. Donc, on est tous des enfants de Cafu, les latéraux d'aujourd'hui. Enfin, à droite, au moins à droite. Parce qu'il ne faut pas confondre avec la gauche, on n'est pas les mêmes. C'est droite et gauche, attention. Non, mais c'est... Je dirais en fait, moi, j'ai pas eu trop le choix parce que j'étais pas le plus rapide, j'étais pas le plus costaud, j'étais pas le plus technique, j'étais pas celui qui sautait le plus haut, j'étais pas celui qui tapait le plus fort dans la balle. Mais si je voulais avancer, il fallait que je développe d'autres choses. Et je me suis toujours dit que pour moi, le plus important dans le foot, c'était comment tu allais analyser les situations de jeu. La vitesse à laquelle tu vas les analyser. Et bien sûr, la bonne analyse. Parce que je me disais toujours, si j'analyse plus vite, je vais compenser mon manque de vitesse. Si j'analyse plus vite, plutôt que d'aller au duel avec le mec qui fait 1m95 et qui saute à 3 mètres de haut, peut-être qu'il faudra que je me décale un peu ou que je fasse la petite faute au départ. Voilà. Donc, en fait, j'étais continuellement dans des logiques je veux pas dire de substitution, mais pour éviter de rentrer dans mes défauts ou dans mes faiblesses. Voilà. Quand tu vois l'évolution du poste de latéral droit, Cafu l'a révolutionné à un moment. Achraf Hakimi est en train de le révolutionner peut-être une nouvelle fois maintenant. Comment tu vois l'évolution de ce poste-là ? Et beaucoup d'entraîneurs demandent ça à des latéraux sans se dire peut-être on n'a pas tous Achraf Hakimi dans notre équipe.
Aujourd'hui, beaucoup demandent aux latéraux de venir à l'intérieur. C'est souvent pour ouvrir le côté et laisser l'ailier en un contre un avec le latéral. Donc, c'est surtout ça à la base. La raison pour laquelle un latéral vient à l'intérieur et pour mettre un peu plus de densité à la récupération. Mais je dirais que moi, j'aurais pas pu. Parce que j'avais pas ses cannes, quoi. Ouais. Il a des cannes extraordinaires, Hakimi. J'ai fait une interview il y a quelques semaines avec un journal marocain où, pour moi, j'ai dit ça sera jamais un latéral qui aura le ballon d'or, mais moi je lui aurais donné. Ouais. Je lui aurais donné parce que son apport, il était constant sur toute l'année. Sur toute l'année, pas que sur 3 mois ou 4 mois, c'était sur toute l'année. Et lui, je pense que Cafu aurait pu le faire. Parce que Cafu avait des cannes aussi. Cafu, il avait un volume de course extraordinaire. Techniquement, il était très bon. Je pense qu'il aurait pu le faire. Je dirais que le digne héritier de Cafu, c'est Hakimi. Ouais. Pourtant, toi, venir dans l'axe, être comme un deuxième attaquant ou un 10... Ouais, mais moi, c'était plus en... Moi, je n'étais pas attiré par le but, en fait. J'étais un joueur offensif, mais qui n'était pas attiré par le but. C'est peut-être pour ça, au bout d'un moment, qu'on m'a dit, écoute, tu vas aller un peu plus derrière. Je n'étais pas attiré par le but. Par contre, j'étais attiré par la bonne passe au bon moment. Donc c'est pour ça après que j'ai développé un peu ma façon de centrer, parce que je me disais que le centre, c'était un moyen comme un autre de faire marquer, quoi. Dans ta carrière, on va repasser, on a parlé de Saint-Étienne, de ces débuts-là. Il y a aussi ces passages, ces beaux passages, voire plus que beaux, à Monaco et au Bayern. Avant de revenir sur Monaco, juste quand tu arrives au Bayern, qu'est-ce qui t'a le plus marqué pour te dire, là, je suis dans un très, très grand club? Je crois fondamentalement en une chose qui impacte le plus les gens. C'est pas ce qu'on fait, mais c'est l'environnement. Quoi que tu fasses dans la vie, c'est ton environnement qui va t'impacter le plus. Et c'est quand je suis arrivé là-bas, c'est de voir les joueurs à côté de moi qui chaque matin venaient à l'entraînement avec une motivation, pourtant des mecs qui avaient peut-être déjà gagné des trophées extraordinaires, mais qui tous les matins venaient comme un étudiant, quoi, qui voulait apprendre, qui voulait bosser. Et moi, je suis arrivé en étant très français, très français, avec toujours le pourquoi on doit faire ça. Qui est le premier entraîneur quand tu arrives Otmar Hitzfeld. Voilà, lui, il y avait des discussions. Mais j'ai une admiration sans limite pour lui, parce que lui, je l'ai vraiment embêté avec ça. Salut la team, moi je suis celui qui se cache derrière la caméra et dans l'oreille de Smaïl. Vu qu'on a un coach dans cet épisode, on en profite pour vous proposer d'en devenir un. Et avec Sorare, c'est possible. Sorare, c'est quoi? C'est assez simple, c'est le meilleur jeu de fantasy foot où tu joues avec des cartes de plus de 300 clubs et ligues sous licence officielle. On parle de compétitions telles que la Première Ligue, la Liga, la Bundesliga et plein de ligues de puristes comme la MLS, la G-League ou encore le Rediviseux. À toi de décider quel coach tu seras. Le principe, entre dans la peau d'un manager, recrute les meilleurs joueurs sur le marché et joue 2 fois par semaine en alignant ta compo. Attention, tu dois aligner 5 joueurs, un gardien, un défenseur, un milieu, un attaquant et un joueur extra, un peu comme ton joker. Chaque joueur est noté de 0 à 100 en fonction de sa vraie perf sur le terrain. Donc si ton joueur claque un gros match, c'est tout bénef pour toi. Et on a des récompenses. Si tu as fait les bons choix, tu peux gagner plein de lots à travers différentes compétitions organisées. Des maillots dédicacés, des places VIP partout en Europe, du cash et même rencontrer le GOAT des managers, Zizou. Oh, mais il est déjà fini leur championnat? Si tu regardes Campo, c'est que le foot et son actu n'ont pas de secret pour toi. Alors viens montrer ce que tu vaux en tant que manager. Et allez, petit coup de pouce qu'on te donne ici. On t'offre un bonus de 150 € pour l'achat de tes premières cartes. Inscris-toi avec le code CAMPO et c'est tout bénef pour toi. Parce que lui, je l'ai vraiment embêté avec ça. Et en plus, c'était pas toujours dans sa langue. Parce que quand on arrivait, c'était mon anglais de français. Lui, c'était un Allemand qui parlait pas forcément bien anglais aussi. Donc au début, c'était des discussions, pour dire 3 mots, on mettait 3 heures, quoi. Et je lui ai pris beaucoup de son temps à Otmar. Donc c'est pour ça que j'ai un énorme respect pour lui. Il était dur. Non. Je te pose la question. Ah non. Non. Je sais même pas si je l'ai entendu crier une fois. Je crois pas. Pourtant, il dégageait quelque chose. Peut-être le faciès, ouais. Mais... Ah non, c'était... comment on dit, la main de fer dans un gant de velours. Voilà, c'est ça. Non, je t'assure, il fait partie des entraîneurs, tu sais, froid, dur. Non, toujours très gentleman avec nous, toujours très poli, très courtois.
Mais après, j'ai compris, parce qu'il avait une façon de faire aussi que quand il prenait une décision, il n'y a personne qui mouftait, quoi. C'était parce que les gens savaient que, parce que c'était un mec cohérent, parce que c'était un mec bien, que c'est lui qui décide et que tu remets pas en cause l'autorité de ton entraîneur. C'était comme ça avant, hein. Ça change, hein, mais donc non, c'était un mec génial. Et en fait, c'est ça, c'était le côté de... Je suis arrivé, dans l'été où on est arrivé, on a eu un tournoi. Alors je me rappelle, je sais qu'il y avait le Manchester. Je me rappelle pas des autres équipes, c'était il y a tellement longtemps. C'est en 2000 ? À l'été 2000, ouais. À l'été 2000, et il y a un tournoi, il doit y avoir sur 3-4 équipes, et on joue contre Manchester, et on fait un gros match contre Manchester. Moi gagner contre Manchester, mais j'étais comme un dingue, j'ai gagné la Ligue des Champions. J'ai gagné la Ligue des Champions, hein. Et je suis arrivé le lendemain à l'entraînement, pas un mec qui parlait du match de la veille. Alors que moi, je m'attendais à ce que les mecs ils soient heureux dans les... Non, parce que ce qui était important, c'était pas le match de la veille, c'était l'entraînement qui arrivait. Et c'est comme ça que je me suis construit avec mes amis, les Allemands, mes amis professionnels, les Allemands, parce que c'est un pays, voilà, professionnellement, j'ai adoré, parce que dans le boulot, voilà, ils sont carrés, ils sont comme j'aime. Et personnellement, moins ? C'est différent. Ils sont pas super... C'est dur de s'amuser quand même avec un Allemand. C'est dur de s'amuser. Le sens de l'humour en Allemagne, il est... Nous, parfois, en France, on n'a pas toujours le bon sens de l'humour. Les Anglais, puisque ma femme est britannique, ils ont un humour parfois que j'ai du mal à comprendre parce qu'il est même trop développé, trop 2e, 3e degré. Mais par contre, les Allemands, ils n'ont pas de sens de l'humour, quoi. Ils ont pas... comme on dit, ils rigolent quand ils se coincent dans la fermeture éclair, quoi. Donc c'était un peu... voilà. Mais bon, j'étais à Munich pour le travail, donc le reste, c'était pas important. C'était moi de m'épanouir dans mon travail qui était important. Ce qui m'a toujours marqué avec le Bayern, ce sont tous ces grands noms du club, toujours présents, toujours importants, toujours respectés. Il y a toujours Beckenbauer, il y a toujours Uli Hoeneß, il y a toujours Rummenigge. Ouais, mais... Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas une image qu'on a, nous, en France Ah non, c'est très vrai. De l'extérieur. C'est très vrai. Et comment ça se passait ? C'est très vrai. Alors, déjà, il faut expliquer la raison. La raison, c'est tous les grands noms qui passent au Bayern, quand ils ont la chance après d'y travailler à nouveau, leur première mission, c'est perpétuer l'identité du club, la culture du club, l'ADN du club. Nous, en France, on n'a pas ça parce que on n'a pas beaucoup de clubs avec un vrai ADN. On va dire Saint-Étienne, mais il y a tellement eu des hauts et des bas, des presque disparaître, revenir. Enfin, donc c'était compliqué. Lens peut-être a un ADN très 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 fort. L'Olympique de Marseille a un ADN très fort, mais il n'y a pas beaucoup d'autres clubs avec des ADN très forts, des identités très fortes. Donc si un ADN, une identité n'existe pas, on peut pas la faire perdurer. On peut pas. Donc c'est peut-être pour ça qu'en France on a négligé ça. Je pense aussi il y a eu pendant longtemps. Alors je sais pas si ça change. Et pendant longtemps, je crois qu'il y a eu aussi un peu qu'on peut dire un peu un délit de faciès. Un joueur de foot, il est que bon à jouer. Il est pas bon à diriger. Parce qu'il ne sait pas compter, parce qu'il n'a pas fait d'études, parce que ci, parce que ça. Il ne se pose pas ces questions en Allemagne, ou au Milan, ou au Real Madrid. Les grands clubs, ils sont dirigés par des anciens, quoi. La plupart des grands clubs sont dirigés par des anciens. Donc ça veut dire que ça marche. C'est pas que ça peut marcher, c'est que ça marche. Nous, en France, on a plus de mal. On a plus de mal, mais ça fait partie de notre culture, hein, on a nos défauts et on a nos qualités. Quel est l'ADN du Bayern ? Je vais surtout... Alors, je vais pas être très extraordinaire, mais c'est culture de travail, culture de discipline. Le club avant le joueur, voilà. Mais il y avait un truc qui était... c'est une discussion que j'ai eue avec Jean-Michel Aulas un jour, quand j'avais fini ma carrière. Enfin, ouais, c'est quand je passais mes diplômes, je crois. Et il me parlait de ça, il me parlait de la culture Bayern, et je lui disais, pour moi, il y a une chose qui démontre tout, c'est quand on prenait les maillots du Bayern, par exemple, prenez le maillot du PSG. Qu'est-ce qui est écrit au-dessus du numéro ? Ah, ça y est, j'ai compris. Il a écrit le nom du joueur. Le nom du joueur. Et il n'y a pas le nom du club. Au Bayern,
le nom du joueur est en dessous du numéro. Et au-dessus du numéro, il y a écrit Bayern München. Parce que pour eux, alors ça peut sembler anecdotique pour certains, mais pour eux c'est super important parce que même dans les signes, le club il est toujours en haut et le joueur en dessous. Voilà. Donc c'est des choses que j'ai aimées. Voilà, ça fait partie de l'ADN du club. Et vous aviez des discussions avec des personnages comme Beckenbauer, comme Rummenigge, comme Lyonès. Tu te souviens d'une discussion avec ces personnes-là ou une discussion qui t'a marqué? Moi, ça me passionne. Mais vraiment, ce club-là, pour moi, le Bayern Munich est le plus grand club. Parce que c'est l'Allemagne, parce qu'il y a ce que ça dégage, mais on parle beaucoup du Milan. Je suis d'une génération où le Milan a toujours été un grand club, évidemment. Mais j'ai toujours eu, peut-être parce que j'ai fait de l'allemand en 6e au collège, mais j'ai toujours eu ce regard-là sur le Bayern Munich comme énorme club. Ouais, c'est parce que chacun était à sa place, chacun avait son rôle. Beckenbauer était plus la figure médiatique, la caution auprès de l'Allemagne. C'était une personne extraordinaire, Beckenbauer. Beckenbauer, c'était le président, quand il arrivait au club le matin, il allait voir tous les employés, et il appelait tous les employés par leur prénom. Il connaissait tous les employés par leur prénom. Ça n'existe plus, ça. Vous avez des présidents de club qui vont voir tous leurs employés tous les matins, leur serrer la main, en les appelant par leur prénom. Vous avez ça? Il n'y a plus, c'est fini. Mais c'était comme ça. Alors c'est l'époque où il y avait peut-être que 100 employés à l'époque. C'était déjà pas mal. Oui, mais c'est pas comme aujourd'hui où il y a 500, 1000, 1500, voilà. Donc lui, c'était vraiment la figure, on va dire, la caution. Il y avait Beckenbauer qui était celui qui est... Non. Rummenigge, qui lui était plus sur la communication, sur les relations avec les autres clubs, avec les institutions, parce que c'était, voilà, il avait une façon de faire, il savait bien s'y prendre avec tout le monde, et Eunès, qui lui était beaucoup plus radical dans ses façons de faire, dans ses prises de parole, qui lui était plus sur le quotidien, quoi. Et donc chacun avait bien son rôle et très défini, et c'était un trio magnifique. Et il y en avait un quatrième qu'on ne citait jamais, qui s'appelait Karl Hopfner, et lui c'était Monsieur Argent, parce que c'était un financier, c'est lui qui savait compter, quoi. Et qu'à la sortie, c'est souvent lui qui avait le mot de la fin, en disant non, cet euro-là ou ce Deutsche Mark-là, on l'a pas, donc on peut pas l'investir. Bon, bah ok, on fait pas. Mais ils étaient 4, voilà, les 4 toujours Et je trouve que c'était ça qui marchait bien, parce que chacun avait son rôle. Il n'y avait pas forcément une question de pouvoir. Alors, je dirais que sur la fin, c'était plus compliqué. Rummenigge, Ness, parfois ils se sont un peu mangé le bec ensemble, mais ils ont toujours eu, même quand ils se mangeaient le bec, ils ont toujours eu ce côté de se dire mais le club est quand même au-dessus de nous, donc attention quand même à ce qu'on fait. Quand on est joueur du Bayern Munich, il n'y a pas beaucoup de moments où ça va moins bien en termes de résultats. Toi, tu as vécu une période où vous avez beaucoup gagné, vous avez remporté des trophées. Ouais. Mais ils existent quand même, ils existent malgré tout. Et comment ça se passe à ce moment-là? C'est terrible. Alors là, souvent, quand on voyait de façon arriver Eunès dans le vestiaire, à l'entraînement... Il venait pas quand tout allait bien. Ah, là, c'est... non. Là, on savait qu'il allait avoir... Mais je me souviens de colère, mais monumentale. Il y a eu une période... Je dirais qu'il y avait beaucoup d'Espagnols, enfin de langue espagnole à ce moment-là. Je crois qu'il devait y avoir tous les Roberto, Pizarro, tous ces mecs-là étaient là. Et en fait, comme on était une majorité de joueurs à parler espagnol, en fait, on parlait espagnol sur le terrain. Mais quand on gagnait les matchs, ça posait de problème à personne. Et on a eu une période un peu compliquée. Et je me souviens d'un jour, il est descendu du bureau, il nous a pris dans les vestiaires et c'était clair. Et si j'entends encore un mot d'espagnol, le mec, je le vire, enfin, je le prends, je le frappe, je le vire. Enfin, c'était une colère, mais monumentale. Mais c'était du Eunès. En même temps, c'est le mec, si à 3h du matin, t'étais en panne sur l'autoroute à 500 km de Munich, tu l'appelais, il venait te chercher. Voilà. Et parmi les joueurs avec qui t'as joué au Bayern Munich, les grands noms, qui t'a le plus marqué? Qui sont ceux qui t'ont le plus marqué? Alors, parce que les Allemands, comme je dis, ils avaient tous plus ou moins un côté sombre. Je dirais que j'ai beaucoup aimé Effenberg.
en tant que capitaine. Parce que je trouvais qu'en tant que capitaine, il avait toujours les mots qu'il fallait. Les mots pour remotiver quand on avait une période difficile. Stéphane Effenberg, longiligne, numéro 10, meneur de jeu, la classe. Celui qui a fait un doigt à la Coupe du Monde. Exactement. 94 peut-être. Et qui aimait bien se battre avec beaucoup de monde. Et surtout dans les bars le soir. Voilà, c'est ça. Une fois que la bière avait coulé à flot. Il avait le numéro 10, hein. Il avait le 10, il avait le 10, ouais, il est fait. Et Stéphane, c'était celui qui trouvait toujours les bons mots. Si on était dans une bonne dynamique, il allait nous dire attention quand même. Si on était justement à un moment difficile, il allait trouver les bons mots pour nous sortir de là. Je trouvais qu'en tant que je crois que c'est le meilleur capitaine en termes de caractère par rapport à ses troupes. Je crois que c'est le meilleur avec lequel j'ai pu évoluer. Ouais. Après, il y a des mecs. Je suis toujours très pote, par exemple, avec un mec comme Bastille Schweinsteiger. Ouais. Parce que c'est un mec adorable, c'est un mec génial. On a fait un peu les 400 coups ensemble. Il y a eu des mecs comme ça, Mais encore des rapports avec Oliver Kahn? Non, j'en ai plus. Mais si on se croise, on se serre la main avec respect. Mais c'est un héros. Là, c'est un gardien. Ouais. Les gardiens de l'époque, de toute façon. C'était une chose convenue dans le football. Non mais t'as joué ces matchs-là où tu le vois sortir avec le pied devant, bien sûr, choper les mecs par le cou, sortir les 2 points. Est-ce que tu joues le même match? Même la VAR, le système se grillerait aujourd'hui s'il était là parce que. Est-ce que tu joues ce match où il monte à la dernière seconde, corner, le Bayern est mené 1-0 ou 2-1, corner au deuxième poteau et il marque avec les 2 points. C'est à Rostock. Bien sûr que je suis sur le terrain. Et il marque avec les 2 points, il sait qu'il va prendre le rouge, donc il marque, il ne célèbre pas, il se retourne et il part, comme s'il savait déjà qu'il allait prendre le rouge. On perd le match, même la petite histoire, on perd le match 1-0 ou 2-1, je sais plus, et on rentre dans le vestiaire, et même Otmar Hitzfeld, il était mort de rire. Ah voilà, quand même. Même Otmar Hitzfeld, il était mort de rire. Et lui, il a rigolé dans le vestiaire, Kahn? Non. Non, mais c'est un gardien, qu'est-ce qui lui passe par la tête? Mais on sait pas. On sait pas, un jour, j'ai un autre souvenir, on joue au Hertha Berlin et on rentre à la mi-temps, on était en train de gagner. On faisait pas un bon match, mais on était en train de gagner. Puis il est rentré, il s'est énervé, il a pris des grosses poubelles où avant on se mettait dedans avec les sacs à glaçons, là, comme il y a dans les poubelles de la rue. Il a pris une poubelle, il l'a balancé sur un joueur qui était même pas titulaire, donc qui était même pas encore rentré, qui avait rien fait. C'était le pauvre Santa Cruz, Roquet, qui était tout jeune à l'époque. Mais tu veux dire quoi à Oliver Kahn? Tu peux rien dire. Lui, par contre, c'était notre capitaine. Après, quand Effenberg a arrêté, mais c'était pas un capitaine d'équipe parce que c'était lui d'abord sa position et voilà. Allez, juste allez-y, hein. Je fais une petite parenthèse. Vous notez, vous irez sur YouTube, vous tapez Best of Oliver Kahn. Vous allez tomber sur ce fameux but des 2 points, donc contre Hansa Rostock. Vous allez tomber sur des sorties avec le ballon dans les mains et des pieds à hauteur du visage, des bagarres des morsures d'oreilles. Exactement. C'était. Moi, je l'avais vu la première fois il jouait à Karlsruhe avant de jouer au Bayern et un match contre JJ Okocha. Et je crois que JJ Okocha le dribble 4 fois dans la même action, il marque et il court après sur le. C'est possible, c'est pas étonnant. Voilà, mais c'était. C'est pas étonnant. Juste normal. Ah ouais, non, mais c'est une scène un jour, on joue, je crois que c'était un Coupe d'Europe, il me semble. Et il sort sur un corner, il prend le ballon et il se fait percuter par un autre joueur et il tombe. L'arbitre siffle faute et je pense qu'il tombe parce qu'il voulait peut-être rester au sol un petit moment, et il y a Sami Kufour qui a paniqué, et il a cru qu'il faisait un malaise. Il a commencé à lui faire du bouche à bouche sur le terrain. Il l'a sorti avec ses gros bras comme ça, puis Sami, c'était un petit gabarit, Sami. Il l'a sorti comme ça en lui demandant, mais qu'est-ce que tu fous? Enfin, c'est des, voilà. Il y a eu des moments comme ça de fou rire où t'as rigolé pendant les matchs aussi, alors pas seulement au Bayern, mais dans ta carrière où... Avant, tu pouvais rigoler beaucoup plus. Maintenant, tu peux plus. Il y a tellement de caméras, il y a tellement de... Là encore, c'est pas tellement de caméras, c'est tellement de... Il y a tellement de gens qui attendent qu'une chose pour parler, pour... Pas toujours en bien, pas souvent en bien, malheureusement, pour décrypter une situation. Aujourd'hui, si un joueur rit dans un match, on va dire qu'il s'en fout.
Ouais. Alors que non, pas forcément. Parfois, rire, c'est une réaction à quelque chose qui s'est passé et qu'on ne contrôle pas toujours nos réactions. Personne ne contrôle toujours ses réactions. T'imagines si ça rigole pendant l'hymne de l'équipe de France, comme il y avait pu y avoir il y a quelques années. C'était en Islande. Ah, je sais pas, c'était avec Fabien. Oui, voilà, oui, c'est pour ça. Ouais. Mais parce que... Alors que Fabien, il rigolait là-dessus, mais quand il fallait défendre le maillot, c'était le premier à être là. Tu dis à tes joueurs de faire attention, tu les préviens sur ça, tu les sensibilises, ou maintenant ils sont habitués et peut-être, je sais pas si c'est le bon mot, formatés à être dans un cadre beaucoup plus aseptisé que maintenant. J'aime pas ce qu'avant, pardon. J'aime pas ce qui est aseptisé, donc je vais pas dire à mes joueurs de l'être. Voilà. Ouais. Chacun doit faire ses expériences, bonnes ou mauvaises. Le jour où tu dépasseras la ligne, où tu t'en approcheras trop près, tu t'en prendras une, et puis ça te fera grandir. Moi, je suis plus là-dessus. À Monaco aussi, tu as côtoyé de très grands joueurs. Ouais. Tu as eu de très grandes réussites. Vous êtes champion de France avec l'AS Monaco. Quelle place ça peut avoir, ce moment important, j'imagine, dans ta carrière, parce qu'il est entre Saint-Étienne et le Bayern Munich. T'es quand même sur un top club en France. C'était la bonne étape. Alors, pour... Mon passage à Monaco montre à quel point une personne peut changer rapidement. Parce que je suis arrivé à Monaco avec la culture du paysan. Hein. Tu sors de Saint-Étienne. Je sors de Saint-Étienne, moi c'est la culture du paysan. Club et de la région, voilà. D'où tu as grandi. C'est ça. Moi j'ai grandi entre les vaches et les chèvres, quoi. Et donc c'est le paysan qui arrive à Monaco. Hein. Et là. Mais au bout de 3 mois, il n'y avait plus de paysans. C'était l'être humain il peut vite changer. C'est le contexte, comme je dis toujours, l'environnement, le contexte, c'est ça qui fait changer les gens. Mais c'était génial, Monaco, c'était une période... Tu t'es éclaté, jeu et en dehors. T'arrives, t'as 20 ans, t'es à Monaco, t'es jeune, t'as la vie devant toi, il fait beau tout le temps. Enfin voilà, quoi, c'est Monaco. C'est Monaco. Mais t'as réussi à être performant. Des fois, on dit c'est difficile, les joueurs peuvent perdre la tête. J'ai été super bien encadré par certains joueurs plus anciens qui m'ont permis de faire peut-être les meilleures fêtes de ma vie. Et avec qui à Monaco? Après, si je dis des noms, on va savoir que c'est eux qui faisaient la fête. Mais non, on va dire que non, voilà. Il y avait des joueurs très bien, des mecs extraordinaires. Je parlais de Fabien Barthez, de Franck Dumas, de Ali Benarbia aussi, qui a beaucoup compté pour moi, parce qu'il est toujours Ali aimait bien les jeunes joueurs pour leur donner des conseils, et c'était toujours très, très avisé, mais il y a plein de gens. Je vais parler de mon entraîneur, le premier que j'ai eu, Jean Tigana, qui était très bien aussi avec moi, que j'ai toujours respecté énormément, Claude Puel, qui était un autre format d'entraîneur. Tu l'as eu en coach, lui? Je l'ai eu en coach. Tu l'as pas eu en tant que partenaire? Non, mais je l'ai eu en coach, mais il m'a quand même envoyé à l'hôpital, Claude, hein. Parce que Claude, au début de sa carrière d'entraîneur, il voulait jouer lui aussi. Ah oui, moi je me rappelle des footings. Ah mais on s'en fout des footings, quoi. Même s'il est devant, qui fait chier tout le monde, nous il était sur le terrain avec nous dans les petits jeux. Et moi il m'a détruit une cheville. Ah bah oui. Donc plâtre, et voilà, 3 ou 4 semaines d'arrêt. Merci Claude. Et il t'a attrapé Il m'a attrapé sur un... où il devait être frustré, j'en sais rien. Mais j'en parle de manière très détendue, parce qu'on s'apprécie beaucoup avec Claude. Voilà. Donc je sais qu'il est vraiment... Quand ça passera, je pense que j'aurai déjà le petit message qui va arriver. Faut qu'il vienne. Et il s'en est voulu, il s'est excusé, il a été... Je sais même pas. Mais c'était Claude. Claude, il faisait jamais rien à 0%, quoi. Claude, tout ce qu'il a fait, c'était à 100%. Sa carrière, il a joué au foot. Comme il dit, c'est le seul joueur du monde qui, tous les mois de juillet, on lui disait t'allais être remplaçant. Et chaque année, il jouait tous les matchs. Parce que c'est un mec qui ne lâchait jamais rien. Et moi, il m'a fait grandir sur cet aspect-là, mais de manière radicale. Quel est le conseil le plus important ou le plus marquant dans ta carrière qu'un entraîneur t'ait donné? À Monaco, à Saint-Étienne, chez les jeunes ou au Bayern? C'est dur. Est-ce qu'il y a eu un truc, tu vois, même sur la façon d'être, façon de jouer, je ne sais pas. C'est dur, Smaïl, parce que tu... en fait, quand t'es... et je m'en aperçois maintenant que je suis entraîneur, quand t'es joueur, en fait, tu t'en aperçois pas quand t'es joueur, mais en fait, tu ne fais que prendre. Tu prends tout. Tu prends les conseils de l'entraîneur, le pognon du club, les félicitations des supporters, et tu ne fais que prendre, en fait, tout le temps. Et quand tu finis ta carrière et que tu passes de l'autre côté, tu te rends compte que, en fait, maintenant, tu ne vas plus rien prendre, tu vas donner.
Et tu donnes tout. Et tu vas donner tous les jours à tes joueurs, tous les jours, il faut tout leur donner. Donc c'est la grosse différence entre joueur et entraîneur, c'est prendre et donner. L'équipe de France, c'est un moment important. Tu arrives en 2000, Oui. En équipe de France, juste après l'Euro. Oh oui. Oui. Tu arrives. Ils ont d'abord voulu être champion du monde et champion d'Europe sans moi. Voilà. Donc je leur en veux, mais bon, c'est comme ça, on peut pas réécrire le passé. T'aurais pu en jouer au moins une des deux ou pas ? Au moins l'Euro 2000. Vous êtes champion avec l'AS Monaco. Mais il y avait du monde. Hein. Qui est à droite C'est Thuram. Oui, non mais le deuxième. Qui est derrière ? C'était ou Karambeu ou Candela. Donc, Christian, qui est un joueur... moi, j'adorais Christian. En plus, après, on a joué ensemble. Il pouvait jouer de partout. Il avait un volume de jeu qui était énorme. Donc, Karambeu, il y avait Candela aussi. Vincent, qui était un super joueur. Avec la Roma, il faisait des performances extraordinaires. Et puis, c'était un groupe qui avait gagné la Coupe du Monde ensemble. Donc, rentrer dans ce groupe-là... C'était vraiment pas facile. Il fallait attendre une petite épidémie avant d'y mettre les pieds. Bon, tu y arrives quand même. Malgré tout, ouais. Et les premières fois dans cette équipe de France-là ? Quand tu arrives, t'as les Zidane, les Djorkaeff, les De Sailly, les Thuram, tu dis rien. Tu regardes, t'apprends, tu travailles, et puis tu souris quand on te demande de sourire, et tu cours quand on te demande de courir, et voilà. Mais après, l'avantage de cette période-là, c'est que beaucoup de joueurs étaient aussi issus de l'AS Monaco. Il y avait Henry, il y avait Trezeguet, il y avait Barthez, Lamouchi. Il y avait plein de Youri joueurs. Djorkaeff qui avait joué à l'AS Monaco aussi, donc on s'était rencontrés, donc à Monaco, on a eu un passé aussi commun, donc ça m'avait facilité mon intégration, voilà. Tu t'es régalé ? En équipe de France ? C'est là que tu as vu que c'était le plus fort. La meilleure équipe dans laquelle tu es joué, c'est une équipe du Bayern de Munich ou c'est une équipe de France ? On ne peut pas comparer. C'est pas comparable. C'est pas pareil, le club et la sélection, c'est pas comparable, mais je dirais que... Alors, c'est un cliché quoi, que je vais dire, mais quand tu joues avec Zidane, tu te rends compte que tu fais pas le même sport, quoi. Ouais. Non, c'est impossible, tu fais pas le même sport. Il y a le même ballon, mais tu fais pas le même sport. C'est tout. Il n'y a pas rien d'autre à dire. Je suis 250% d'accord, sans être joueur de football. Voilà, donc, non, tu vois, j'imagine bien. Ouais. J'imagine bien. En parlant de Zidane, on a beaucoup parlé avec toi et je t'ai entendu, écouté, notamment avec Colin, il n'y a pas très longtemps, à propos de cette finale de Coupe du Monde, sur la colère qui passe. Moi, j'aimerais te poser deux questions sur cette finale. Sur Zizou. Et sur ce centre et cette tête arrêtée par Buffon. Parce que, t'imagines, passeur décisif pour Zizou en finale de Coupe du Monde et tu gagnes la Coupe du Monde, l'histoire... ouais, mais non. Bon, on la réécrit pas, hein. Ouais. On la réécrit pas, Buffon était là, quoi. Tu la revois ? Non, pas. Non. Enfin, non, ce match-là, peut-être parce qu'on n'a pas gagné, peut-être que inconsciemment j'ai voulu l'enlever ou lui réserver une case, mais vraiment la plus petite possible. Ouais. Voilà. C'est pourtant une finale de Coupe du Monde. Ouais. Ouais. C'est dingue, hein, comme. Après, avec le temps, oui, tu réalises, mais quand tu la joues, tu joues, quoi. Tu joues et tu te focalises sur ce que tu dois faire. C'est ça dans les grands clubs aussi. Quand on parlait des cultures de grands clubs, tu penses pas forcément à la gagne ou au titre. Non, tu penses avant toute chose à bien faire ce dont pourquoi tu es là. Voilà. Donc, j'ai des flashs qui reviennent de temps en temps. T'as déjà rêvé de la porter après, comme si tu l'avais gagné ? Les 2 années qui ont suivi, je crois que j'ai dû le rêver tous les jours. Ouais. Et je crois que c'est bizarre, mais la chose qui me revient le plus à l'esprit, c'est après le match, quand on est en zone mixte, et que je vois passer les Italiens, je crois qu'il y avait Gattuso, ça c'est sûr, et il devait y en avoir un ou deux autres, avec les gros postes, à l'époque, comme les postes des années 80 C'était pas les enceintes Non, il fallait avoir le gros poste carré des sons de hip-hop américains. Et qui passait avec une musique forte, et qui passait devant tout le monde avec le grand sourire, et moi, j'étais en train d'expliquer à des journalistes français à quel point j'étais triste, quoi. Ouais. Enfin, ça, par contre, c'est une image qui est restée très prégnante, voilà. Dans ta carrière,
est-ce que ça peut être autrement que le plus grand regret, cette finale de Coupe du Monde? C'est pas un regret. C'est vrai? C'est pas un regret. J'ai joué une finale de Coupe du Monde. Ouais. Combien t'as de centaines de millions de gamins à travers le monde qui leur rêve c'est de jouer une finale de Coupe du Monde? Pour ça, pour moi, alors, que les gens le prennent pas mal ou qu'on l'interprète pas mal, mais pour moi, le meilleur des rêves, c'est de jouer une finale. C'est pas de gagner une finale, c'est de jouer une finale. Parce que c'est à la portée de tout le monde. C'est à la portée du gamin, c'est à la portée du retraité. C'est le rêve de jouer une finale de Coupe du Monde. De la gagner, c'est une question de performance, de chance, de résultat, de plein de choses. Mais ne serait-ce que de jouer une finale de Coupe du Monde. On aime le foot pour jouer ça. On n'aime pas le foot pour gagner, on aime le foot pour jouer ces matchs-là, ces moments-là. Voilà. Donc pour moi, j'avais atteint mon rêve, quoi. Jouer une finale de Coupe du Monde, c'était... quoi rêver de plus grand? C'est pas possible. Donc pendant 1 an, 2 ans, j'ai eu... Voilà, c'était dur à avaler, mais après, c'est passé, et une fois que la colère passe... comme on dit, après la tempête, le soleil revient, et puis j'en retiens de cette, pas que de la finale, mais de toute la compétition, que des bons souvenirs maintenant. Je suis 100% d'accord avec toi. Quand on joue au foot, quand on est petit, on joue une finale. On joue France-Brésil. Souvent, c'est souvent. Ouais. Peut-être moins maintenant pour les plus jeunes parce qu'ils connaissent pas ce Brésil-là historiquement, le grand Brésil. Attention, ils ont pris Carlo. Carlo, c'est un faiseur de miracles. Donc attention. Je pense que c'est jouable. Qu'il peut recréer quelque chose. Parce que c'est Carlo. Mais justement, parce qu'on les attend pas. Parce qu'on les attend pas, et c'est là qu'ils peuvent être dangereux. C'est quand ils sont trop sûrs d'eux-mêmes, les Brésiliens, qui passent au travers. Mais là, attention. C'est comme un peu comme un animal blessé, on connaît pas trop la réaction. Bon, toi, tu l'as joué, le France-Brésil. Ouais. Je suis désolé, on va revenir à Zidane. Mais je crois que ce moment-là, j'ai regardé tous les matchs, comme beaucoup, avec beaucoup de plaisir et beaucoup de peur. Parce que je me disais, ça peut être le dernier. La finale, on sait que c'est le dernier. Quoi qu'il arrive, qu'il gagne ou qu'il perde, c'est le dernier. Et c'est l'apothéose. Ça se finit de telle manière, évidemment. Mais je me souviens de cet esprit-là, de regarder les matchs à partir du match contre l'Espagne, à partir du 8e de finale, en me disant, c'est peut-être le dernier match de celui qui m'a fait le plus kiffer le foot. Il y a l'Espagne, fantastique. Et je crois que celui sur le Brésil, je suis certain de ne pas être le seul. C'est ma plus grande extase footballistique. Et je dirais ceux qui aiment le foot, tout le monde parle de ce match France-Brésil, de ses passements de jambes, de ses sombres l'engagement, de bol, de tout, de machin. Dès l'engagement. Oui. Par contre, quand on en parle entre nous, les joueurs ou les entraîneurs, pour nous, c'est sa performance contre l'Espagne. D'accord. Voilà. Mais je comprends parce que c'était tellement contre le Brésil, il y a eu des gestes techniques qui... C'est pour ça que tout à l'heure je disais, on ne fait pas le même métier. Même toi sur le terrain, des fois, mais mais même moi sur le terrain. Tu dis, bon, il faut que je me mette quand même dedans. Oh là là, ce qu'il a fait. Parce qu'il y a 2 choses qu'il faut prendre en compte dans ce qu'il fait sur un terrain. C'est que pouvoir réussir un geste technique, c'est à la portée de beaucoup de gens. Mais ce qui est à la portée de personne ou quasiment personne, c'est d'avoir l'idée de le faire à l'instant T. Parce qu'on peut tous faire un contrôle de balle avec une aile de pigeon, on peut tous faire un passement de jambes, enfin tous les joueurs pros, tout le monde peut le faire. Tout le monde peut réussir ce qu'il fait, Zidane. Mais d'avoir, à un instant T, savoir que c'est la meilleure des choses à faire, il y a que lui, ou très peu en tout cas. Messi, Zidane, Maradona, Cruyff, c'est de la même trempe. Tu t'es déjà vu regarder et dire, oh là là, en plein direct, je parle pas après coup, mais te dire, oh, ce qu'il a fait pendant le match? Certainement sur certains matchs où par exemple, on menait déjà au score, où il y avait moins de tension, tu peux t'extasier un peu plus. Mais dans les moments où il y a encore 0-0, où c'est tendu, tu peux pas t'extasier. Mais par contre, tu savais qu'à chaque fois qu'il allait te faire une passe, Zidane, même la moindre des passes, le ballon allait toujours arriver comme il fallait.
sans rebondir 4 fois, pas avec tout le cuir d'arraché autour. C'était ça sa grande force. C'est que toutes les passes qu'il faisait à ses partenaires, c'était les passes pour les mettre dans les meilleures dispositions possibles. Est-ce qu'aujourd'hui, il pourrait avoir le niveau qu'il a ? J'ai une réponse. Ça me fait plaisir que tu me regardes comme ça, parce que certains doutent. Je te promets, Willy, tu me connais, je t'aurais pas posé cette question si certains. Mais ce serait bien si c'est moi qui le dis ou d'autres comme moi qui le disent. Ah, mais tu l'aimes, c'est Zizou. Je trouve que c'est même insultant envers le foot de douter de ça. Alors faut couper Internet à ce moment-là. On va vous couper Internet. Mais non, mais les plus grands joueurs de l'histoire, de toute façon, ils pourraient jouer dans n'importe quelle période de l'histoire, parce qu'ils avaient un truc qui faisait qu'ils étaient meilleurs que les autres, tout simplement. Non, mais ça me va que tu dises aujourd'hui, non, parce que par les exemple, gens disent ouais, mais il irait pas assez vite. Il est peut-être un peu surcoté. On s'en fout. Je t'assure que j'ai entendu ça. On s'en fout de la vitesse. On s'en fout de la vitesse. C'est le ballon qui doit aller vite. C'est ça qui importe. Aujourd'hui, on va s'extasier sur un mec qui va faire un super contrôle, mais qui va en foirer 8 à côté. Zidane, sur 50 contrôles, il en réussissait 49. Il n'y a plus un joueur dans le monde actuellement, à part Messi, il n'y a plus un joueur dans le monde qui est capable de faire 49 fois un contrôle parfait sur 50. Lui était capable de le faire. Donc que ça y aille vite, doucement, que ça soit en 1970 avec les bouchers italiens ou en 2024-25 avec la VAR et les 200 000 caméras, Zidane, il serait exactement le même. Oh non, non, c'est aucun doute à avoir là-dessus. Et même sincèrement, je trouve que c'est même quelque part, je trouve qu'il y a une forme de... C'est insulter un peu, je ne vais pas dire le passé, mais... Si, ouais, c'est une forme de mépriser un peu le passé, quoi. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui c'est meilleur qu'avant ? Enfin non, c'est juste différent. Toutes les époques ont été différentes des époques précédentes. Et c'est tout. Cruyff, je suis d'accord avec toi, mais c'est toi qui as plus de crédit pour le dire que moi. Cruyff, il se régalerait aussi. Maradona, il se régalerait. Pelé, il se régalerait. Et Messi, même dans 50 ans, il se régalerait encore. Parce que ils font partie des joueurs exceptionnels, quoi. Et je pense que les gens, quand ils arrivent à se raccrocher à ça, arrive encore à aimer le foot pour ce qu'il est, ce qu'il a toujours été. C'est dur, hein. C'est dur de continuer à aimer le foot. Moi, j'ai pas peur de le dire. Il faut pas avoir peur de le dire. C'est dur. Pourquoi ? Tu l'aimes encore, toi ? T'aimes encore le foot ? J'aime le jeu. J'aime le jeu, le foot en lui-même. Ce qui est devenu le monde du foot. Je veux pas être malhonnête en disant que je l'adore. Non, c'est pas vrai. Il y a des choses que j'aime pas, mais c'est pas moi qui vais changer les choses et j'ai pas prétention à vouloir les changer. Mais c'est de plus en plus dur parce que c'est quoi qui te fait aimer quelque chose ? Souvent, on dit c'est la rareté. Qu'est-ce qui est cher ? C'est ce qui est rare. Avant, le foot était rare. Parce que avant le foot, moi, je suis une génération où on voyait que les matchs de l'équipe de France à la télé. Il y avait rien d'autre. Ça a commencé en 84, 5 avec Canal qui ont commencé. 84. Mais avant ça, c'était même si j'étais petit, mais je suis dans 77, j'avais 7 ans, mais même au début, il y avait qu'un match par semaine à la télé. Le match du samedi, le samedi soir à 20h ou 20h30, je sais plus. Donc on aimait parce que c'était rare. Aujourd'hui, du foot, c'est même moi parfois qui suis amoureux du football, même moi parfois j'en ai marre parce qu'il y en a trop. Il y en a trop. On nous en montre trop. On nous en fait voir trop. Donc pour ça que le regard de beaucoup de gens sur le foot change, c'est aussi parce que le foot est omniprésent. Et quand c'est omniprésent, ça devient, je sais pas, moins bien. Le fait d'être sélectionneur, ça te change de rythme. Tu n'as pas le même rythme quand tu es entraîneur en club, au quotidien. Alors là, c'est du 7 sur 7. Quand je regarde, il y a une chose qui veut tout dire, c'est quand je regarde les têtes des sélectionneurs nationaux, ils vieillissent pas. Par contre, les coachs. Mais les coachs de club, oui. Oh la vache. En l'espace de 6 mois, tu te dis, putain, ils ont pris 10 ans. Ah, il y a des endroits, c'est dur. Hein. Il y a le métier d'entraîneur de club, de sélectionneur aussi, c'est dur, mais en plus de club, c'est dur et c'est en termes de santé, c'est impactant. Hein. Tu t'es déjà dit, j'en ai marre là, ça y est, ça me gonfle. Non. De me dire que j'en ai marre, non.
Par contre, ça m'arrive, même encore aujourd'hui, de me poser des questions, de me dire, est-ce que je suis fait pour ça ? Même maintenant ? Même maintenant, oui, même maintenant. Est-ce que je suis vraiment fait pour ça ? Parce qu'on est... En plus, quand on est entraîneur, mais surtout en plus en ayant été joueur avant, on est marqué par une forme de recherche de la perfection tout le temps. Et ça n'a jamais de fin, parce que jamais rien n'est parfait. Donc on se fait mal. Et parfois, quand on se fait mal, on se dit, peut-être que je ne suis pas fait pour ça, quoi. Mais ça dure quelques minutes, hein, oui, bien ça passe. sûr. Ou peut-être que le cerveau, il a besoin de se poser ce genre de questions au contraire, pour aplatir un peu les choses, pour calmer un peu les choses. C'est peut-être un réflexe du cerveau, je sais pas. Mais il y a des émotions qui existent dans le foot et qui existent certainement nulle part ailleurs. Je prends l'exemple de la Géorgie. Ce que tu vis depuis autant d'années en Géorgie. Je ne sais pas si l'Euro est l'apothéose, mais je me souviens, moi, de la qualification pour l'Euro. Tu vois, je reviens aux émotions. Je reviens à ce que tu as dû partager, ce que tu as dû vivre avec des gens que tu ne connaissais peut-être pas 3 ans avant, avec qui tu n'aurais jamais dû vivre ça. Si on t'avait dit il y a quelques années que tu allais avoir cet attachement avec un pays comme la Géorgie, c'était peut-être pas prévu. Non. Mais tu vois, il y a peut-être que le football qui peut te donner ce truc-là. Le foot et le sport en général. D'accord. Parce que j'ai pas envie de faire du délit de sale gueule pour d'autres sports. Mais le sport est créateur, et le foot en particulier, d'émotions, oui, qui tu peux pas les avoir ailleurs. Parce que l'échelle, elle est démultipliée. C'est-à-dire que quand tu vas réussir, comme avec la Géorgie, une grande performance, se qualifier à l'Euro, bien tourner à l'Euro, en fait, la joie, elle est à l'échelle du pays. C'est... Moi, maintenant, même si là, récemment, les résultats ont été un peu moins bien, mais c'est plutôt logique. Quand je suis en Géorgie, je fais pas 5 mètres, quoi. Je fais pas 5 mètres. Parce que les gens, c'est tout le temps, ils viennent, ils parlent que de ça. Et quand ils en parlent avec le sourire. Et tu te dis, putain, les gens ont été contents, les gens sont encore contents, les gens sont fiers, et ça te rend... ça t'apprend l'humilité quelque part, parce que du coup tu as envie de vivre un peu leur bonheur, mais de les laisser vivre leur bonheur. Tu vois, tu te dis ça, j'ai fait mon travail, t'es heureux d'avoir fait ton travail, t'es heureux d'avoir rendu les gens heureux, et voilà, tu prends un peu de distance par rapport à ça, voilà. Mais c'est fort, hein, c'est fort. Moi, je l'ai dit, j'aurais pu échanger tous mes titres que j'ai eus, j'en ai eu un paquet pourtant, j'aurais pu tous les échanger pour ces moments-là, ces 3-4 mois qu'on a vécu ensemble, entre la qualification et le début de l'Euro et la victoire contre le Portugal. Et ces 3-4 mois-là, j'aurais tout échangé pour ça. En termes d'émotion, j'avais jamais vécu ça avant. Hein. La nuit du match après le Portugal, ça doit être grandiose. Tu touches plus terre. Hein. Ouais. Tu touches plus terre, il n'y a plus rien qui... Tous les regards. Après, alors, c'était le climat, l'atmosphère ambiante dans l'équipe. Mais moi, à ce moment-là, personne ne le savait, même mon staff ne le savait pas. Moi, malheureusement, j'avais mon père qui était en train de vivre ses derniers jours. Et pas tous les jours, mais... En fait, moi, souvent, je regardais mon téléphone, j'attendais un appel de ma mère ou de ma sœur. Voilà. Donc, la vie est bien faite. Hein, il doit y avoir quelqu'un là-haut. La vie est bien faite. Il a attendu la fin de l'Euro pour dire au revoir. Donc, je l'ai vécu avec un peu aussi un frein un petit peu par rapport à ça. Mais c'est sûr que à l'échelle d'un pays ou à l'échelle d'un club avec des millions et des millions de supporters, c'est fabuleux, quoi. C'est fabuleux. Ce que ça procure, c'est comme une drogue. Hein. Attention, hein, c'est comme une drogue. Hein. C'est quand on a vécu ça une fois, on veut retourner, on veut tout faire pour. Hein. Donc, voilà. Et tu vas dans un pays qu'on ne connaît pas. Enfin, on n'a pas de repères, je parle footballistique, avec la Géorgie. C'est surprenant. Je me souviens, moi, quand tu signes en Géorgie, je me suis dit, qu'est-ce qu'il va faire en Géorgie ? Je me suis posé la question aussi. Hein. C'est vrai ? Il n'y a pas que toi. Hein. En fait, Sagnol, en Géorgie. Alors, il y a une...
quand il y a eu l'aventure avec Bordeaux, après j'ai été au Bayern avec Ancelotti. Et après le Bayern, j'ai voulu prendre un peu de temps pour mon dernier garçon, qui est né avec quelques problématiques. Voilà, donc il a un handicap de naissance qui fait qu'à un moment donné, il avait besoin d'attention, il avait besoin que je sois là, il avait besoin pour plein de choses. Il y a beaucoup de rendez-vous dans les hôpitaux et bon, voilà. Donc je me suis dit, je vais mettre cette partie de ma vie entre parenthèses. Le football. Donc c'est là où je m'étais dit, je vais quand même, pour rester quand même un peu dans le coin, j'avais travaillé pour une radio et une télé française, ce qui me permettait de pouvoir m'occuper de mon fils. Et quand j'en ai eu marre de la télé et de la radio, je me suis dit, faut que je revienne maintenant. Et je me suis dit, en fait, mais qu'est-ce que tu veux vraiment dans ta vie ? C'est là où je me suis posé la question de savoir, est-ce que je suis vraiment fait pour ça ou pas ? Et surtout, si jamais je veux faire ça, mais comment je veux le faire ? Et en fait, je me suis dit, si on est il a fallu que je me redécouvre moi sur de quoi j'étais capable ou qu'est-ce que j'aimais vraiment. Et en fait, je me suis rendu compte que moi, ce que j'aimais, c'était construire. C'était construire. J'avais travaillé 3-4 ans à la fédération parce que je voulais construire. J'avais peut-être ma culture aussi de jeune de campagne. Où il faut construire. Accompagner les jeunes. Accompagner. Et je me suis dit, c'est peut-être ça en fait. C'est peut-être ça ma prochaine expérience, devra peut-être être là-dessus. Être sur un projet, pas sur un projet courant ou un projet auquel les gens peut-être s'attendent, mais un projet où il faut construire pour arriver à quelque chose. Et construire dans le foot, c'est... Construire, tu le fais pas en 6 mois. Donc il fallait un projet où on me laisse le temps aussi. Et la Géorgie est arrivée, on a discuté. Je connaissais les présidents et vice-présidents de la fédération parce que ce sont des anciens joueurs qui jouent en Allemagne à la même époque où j'étais à Munich. Donc on se connaissait, on a beaucoup échangé et m'ont fait comprendre qu'ils avaient besoin aussi de repartir un peu de zéro. Ils savaient pas trop quoi parce qu'ils avaient jamais eu de qualification à une compétition internationale. Donc voilà, mais c'était de construire quelque chose. Et je me suis dit tu vas à un endroit où les performances passées sont pas extraordinaires. N'existe pas sur la participation à un tournoi majeur. C'était un peu inexistant. Tu vas avoir des patrons qui vont te laisser quand même assez de marge sur comment travailler. Peut-être, est-ce que t'es... Voilà. J'ai pensé que j'étais fait pour ça, donc je suis parti là-bas. Sans me dire, putain, c'est que la Géorgie, ou... Non, en fait, c'est plus le projet en lui-même, le projet de construire quelque chose. Et quand t'arrives là-bas... Donc, période Covid. C'est ce que j'allais te dire. Période Covid, il y a encore des lockdowns de partout. C'est gris, il fait froid, les gens sortent pas, c'est triste, il y a de la neige, il fait froid, enfin c'est... les premières semaines, c'est dur, hein. Avec Adèle, on était dans un hôtel, on pouvait pas sortir de l'hôtel, on n'avait pas le droit. On s'est dit, mais... Enfin... L'alphabet. Géorgie, ça on nous a très vite dit... Vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas, ne cherchez pas. Vous inquiétez pas. Anglais, allemand, tout passe, mais géorgien, pas besoin d'apprendre. Ouais. Donc, on s'est quand même posé des questions au début en se disant, oula, ça va pas être facile, hein. Mais bon. J'imagine les premières soirées quand vous êtes tous les deux à l'hôtel, il y a personne dans l'hôtel. Ah, mais l'hôtel c'était un hôtel, il devait avoir, je sais pas, 200 ou 300 chambres. Et il devait y avoir 5 chambres d'occupés, quoi. Vous avez que le staff. Il y avait que Adèle et moi. Et de temps en temps, on voyait une personne qui rentrait dans l'hôtel et qui... Non, mais c'était vide. Hein, Et vous faites quoi avec Adèle Chedi, qui est ton adjoint, que tu connais donc depuis tout jeune? On se met derrière un écran d'ordinateur. Et vous regardez des matchs. Et on regarde des matchs, et des matchs, et des matchs, et des joueurs. Dès qu'il y avait un nom qui finissait par Vili ou Adze, on disait ça doit être géorgien, on va le mettre dans la liste. Tu vois, on en a vu, hein. Du bien, du moins bien, on en a vu, hein. Et quand ça finit par Shkrelia? Ah, là, c'est... Quand lui, la première fois, de façon que je l'ai vu jouer, je me suis dit, lui, c'est celui qu'il faut absolument qu'il se développe, parce qu'il avait un truc différent des autres très rapidement. On parle de Kvaras Shkrelia, évidemment. Tu le découvres, il est où? Au Rubin, Kazan. Ouais. Tout de suite.
Ah oui, Tu tout de vois, suite, il ouais, n'est ouais. pas encore appelé en sélection. Si, il avait déjà été appelé. D'accord. Mais pas depuis longtemps. Est-ce que les gens te disaient, on en a un qui est au Rubin Kazan, faut absolument que tu le vois. C'est Non. Non. Il y avait d'autres joueurs potentiellement dans leur esprit en avance par rapport à lui. Mhm. Mais lui faisait partie, oui, de la nouvelle génération Et quand je suis arrivé, donc moi, par rapport au match que j'avais vu, je me suis dit, il y a quand même beaucoup de tri à faire, notamment dans les anciens joueurs qui sont là depuis 10 ans, 12 ans et qui avancent plus, quoi. Donc il fallait faire de la place pour les jeunes, et moi, la première place que j'ai faite, c'était pour lui. Lui, il fallait qu'il joue. Qu'est-ce qui t'a marqué quand tu le vois, la première fois que tu l'as vu? J'ai vu Ribéry. Mais non, mais j'ai vu un joueur avec des épaules carrées, une capacité à accélérer avec le ballon comme Franck, et comme Franck qui avait peur de rien, quoi. Qui allait dribbler de partout, prendre des risques de partout, mais il avait un truc, un éclair dans les yeux, comme voilà Franck. Je voyais le sosie de Franck dans sa façon de jouer. Il est moins expressif, moins... je parle dans il est géorgien. Ouais. Déjà, les mecs de l'Est sont un peu moins expressifs dans leur façon d'être. C'est dur d'être aussi expressif et aussi volubile que Franck Ribéry. Il y en a qu'un, mais c'était un bien, c'est un très bien Franck. Donc il me faisait beaucoup penser à Franck dans sa façon de jouer, décomplexé, peur de rien. Mais pas peur de rien sans armes, quoi, parce que il y en a, ils ont peur de rien, mais ils sont pas bons, quoi. Lui, là, il avait peur de rien, mais il y avait un truc, quoi. Il y avait un truc, donc. Et alors, toi, qui aimes développer les jeunes, qui aimes ce côté-là d'accompagner, comment on travaille, comment on communique, sur quoi on insiste? J'imagine que la relation évolue, que le regard évolue aussi. Ça doit être déjà passionnant et génial d'avoir une matière. C'est péjoratif un peu matière, c'est un homme, mais d'avoir ce potentiel-là. Je parle de football, mais voilà, d'avoir ce travail-là possible avec cette matière première-là. Oui, mais après c'est frustrant parce que c'est l'équipe nationale, donc le joueur tu l'as pas beaucoup. Pas tout le temps. Tu l'as pas beaucoup, donc tu sais pas tout ce qu'il va faire en club, tout ce qu'on va lui dire en club, tout ce qu'on va lui rabâcher en club. Donc après 15 ans, il va au Napoli. Il passe d'abord par un petit club en Géorgie, puisqu'il y avait le conflit en Ukraine qui a démarré. Donc il est passé quelques mois par la Géorgie, puis après au Napoli, ouais. Et donc, comment on discute, sur quoi tu as travaillé avec lui, sur quoi vous avez pu échanger, tout en sachant que c'est la sélection, et que c'est pas le club au quotidien. C'est un garçon, dès le début, ça se voyait qu'il était ambitieux dans sa façon d'être, dans ce qu'il voulait faire dans le foot. Il était très ambitieux. Moi, j'aime bien les gens ambitieux. Parce que l'ambition, c'est source de motivation et ça te donne de la force dans le travail. Donc, moi, Kwicha, ce que je lui dis souvent, et là, on voit qu'il est encore en phase d'apprentissage. Il est encore jeune, hein. Il a 24 ans, mais il est encore jeune pour le foot européen de l'Ouest, le haut niveau. Et c'est encore des discussions que j'ai avec lui il y a quelques jours. C'est un grand joueur n'est pas que bon dans les grands matchs. Un grand joueur, 8 fois sur 10, il est bon. Le 9e match, il fait un match moyen, et il a le droit de faire un mauvais match. Mais 8 fois sur 10, il faut qu'il soit bon. Et c'est là où il doit progresser. Kwicha, c'est sur pas être motivé par l'événement d'un match, parce que c'est un plus grand match qu'un autre. Il faut vraiment qu'il se focalise sur ce qu'il doit faire et qu'il travaille sur ça. Et c'est ce qui lui permettra de pouvoir répéter des performances bonnes ou très bonnes, mais au moins bonnes à chaque match. Parce que c'est ça l'objectif. Un Messi, il est bon à chaque match. Un Zidane était bon à chaque match. Un Mbappé, il est bon à chaque match. Ils peuvent être très très bons. Et parfois, ils peuvent passer au travers. Mais ça, c'est normal. Mais il faut qu'ils se nourrissent de ça, de ces grands joueurs-là, du travail au quotidien, pour qu'à chaque fois qu'on fait appel à toi, que tu délivres une bonne performance. C'est ça, les grands joueurs. Un grand joueur, c'est un mec que tu mets sur le terrain, tu sais qu'il va être bon. Voilà. Après, il faut que les gens comprennent que l'été qu'il y a eu, la dernière année de Kwicha, c'est une chose qu'il n'a pas encore connue, lui, dans sa façon d'évoluer. Il a un été où il ne s'est pas trop arrêté, de gagner un trophée comme la Ligue des Champions. Enfin, c'est des choses qui, pour lui, c'est encore invraisemblable il y a 2 ans. Donc il est... je pense qu'il y a eu
cet été, ça a été compliqué pour lui, psychologiquement, physiquement. Il a eu du mal à assimiler tout ça. Et comme je dis, c'est encore un jeune joueur footballistiquement. C'est encore un jeune joueur, donc il faut qu'il assimile tout ça. Mais je pense que justement, passer par des périodes aussi difficiles, ça permet d'apprendre plus vite. J'ai encore un thème, mais là, qui va sur l'homme. À quel point tu as parlé tout à l'heure de toi, pas seulement entraîneur et pas seulement joueur de football, et on l'oublie parfois, nous, de l'extérieur, que vous êtes des hommes avec tout ce qui peut exister pour tout le monde, d'ailleurs, mais j'ai l'impression que vous n'avez pas le droit d'être des hommes. Vous devez être d'abord des entraîneurs ou des joueurs, des hommes et des femmes, hein, dans ce milieu-là. À quel point ça peut être compliqué parfois de donner la priorité aux joueurs, à l'entraîneur, par rapport à l'homme, au fils, au père de famille, à l'époux, au papa, aux copains, parce que avec tes amis, avec tout ça, à quel point c'est ce qu'on ne voit pas, nous. Ouais. Je crois qu'il y a une chose qui se crée automatiquement, sans jamais... C'est pas des discussions que j'ai avec d'autres joueurs ou d'autres entraîneurs, mais je crois que finalement, en fait, ce qu'on nous apprend à faire, c'est à nous créer une sorte de... Je veux pas dire de carapace, mais de se créer plus ou moins un personnage, parce qu'il faut se protéger. Parce que sinon on se fait... c'est quand même dur. C'est quand même dur ce qui se passe parfois. Le foot t'a déjà fait mal? Ah ouais. Mais quand est-ce qui t'a fait le plus mal? Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Je crois que c'est important de se construire un personnage, parce que c'est ce qui te permettra de pas perdre la tête dans les moments euphoriques, mais ou de pas partir le nez le nez un peu dans la crotte, hein, comme on dit. Hein. C'est quand il va y avoir des critiques fortes. Donc on se crée tout ça plus ou moins un personnage, et en réalité on n'est jamais, dans la vie de tous les jours, on n'a jamais trop l'impression qu'on donne quand on fait une interview ou quand on est dans le travail, parce que ça peut pas être le cas de toute façon. Un entraîneur, un joueur, une joueuse, c'est pareil. Dans notre métier, voilà. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est important on peut parler ou de carapace ou de se créer un personnage, mais il faut se protéger, quoi. Il faut se protéger. Aujourd'hui, celui qui focalise souvent l'attention en France, Mbappé. Moi, je le connais pas personnellement. On s'est déjà croisé, mais je le connais pas personnellement. Je pense qu'il y a une forme aussi de création de personnage autour, parce qu'il s'est obligé. Tu le comprends? Non, mais je comprends. Un jour, c'est un dieu. Le lendemain, c'est un moins que rien. Le surlendemain, c'est de nouveau un dieu. Le quatrième jour, c'est de nouveau un moins que rien. Il y a des gens qui peuvent devenir loupilou avec des traitements comme ça. Quand ça va pas et quand ça va moins bien. Quand ça va pas, pardon, et quand ça va très bien. Et j'ai toujours pas compris pourquoi on en est arrivé là, quoi, à être aussi... parce que pour moi, c'est des fonctionnements débiles, d'être aussi euphorique ou aussi critique. C'est dur, quoi. C'est dur, c'est les montagnes russes. Hein. Il n'y a pas de nuance. Il n'y a pas de nuance. Et comme je dis, je sais pas. Beaucoup disent parce qu'il y a beaucoup d'argent, il y a beaucoup de... Ça donne le droit, mais pour moi, je trouve que non, ça donne pas le droit. Ouais, j'ai jamais touché ce genre de salaire, mais je sais pas ce que j'aurais fait à 18 ans, à 20 ans, avec un salaire comme celui-là. Pour moi, celui qui à 20 ans va prendre... je ne veux pas donner de chiffres, mais prendre un gros salaire. Ouais. Un très bon salaire de Ligue 1. Mais si le gamin, il ne s'achète pas la voiture de ses rêves, mais quand est-ce qu'il va se l'acheter? C'est à 20 ans, tu as envie de vivre tes rêves. C'est pas 70 ans que tu vas aller vivre tes rêves. Moi, je trouve au contraire que les footballeurs ont une forme quand même
ils ont vite une retenue. Alors, ils peuvent déconner un peu au début, mais ils ont vite une retenue parce que ça... Enfin, il y en a, ils pourraient faire ça pendant 15 ans, quoi. Faire ça tous les jours pendant 15 ans. Et t'en as, tu peux t'acheter ce que tu veux. Tous les jours. Tous les jours. Moi, je mets au défi n'importe quelle personne même de 30 ans. Je dis même pas de 20 ans. Hein. Je mets au défi n'importe quelle personne de 30 ans. Si tous les matins que tu te lèves, tu peux t'acheter ce que tu veux, au bout de 2 mois, le nombre de conneries que tu vas avoir achetées, qui te serviront déjà plus à rien, mais c'est tout le monde pareil. Il faut pas en vouloir aux gens pour ça. Pour moi, ceux qui en veulent, c'est quand il y a un seul sentiment qui peut créer ça, c'est la jalousie. C'est tout. Voilà. Et je trouve que d'être jaloux, c'est pas une bonne. C'est pas beau, quoi. C'est pas beau. C'est pas beau. Tu peux au fond de toi te dire, moi l'autre, putain, ce qu'il gagne. Mais t'as pas le droit d'être jaloux au point de vouloir embêter la personne. Du mal, quoi. Ouais, de lui souhaiter du mal. Non, c'est pas, ça se fait pas, quoi. Je sais pas, c'est un peu notre culture, malheureusement. On est un peu comme ça. On n'est jamais trop content pour le voisin. Parce que parfois, les malheurs du voisin font le bonheur des autres. Ouais, ou peuvent nous faire sentir moins mal dans notre vie. C'est juste que c'est dommage. Parce que le foot, c'est aussi un sport où il y a beaucoup d'émulation entre les joueurs. Et si on avait la même émulation dans le pays, ça serait pas mal, quoi. Mais bon, c'est parfois la jalousie fait faire ou dire des choses qui sont pas sympas. Et pour ça que les joueurs se protègent. Et en disent de moins en moins, en montrent de moins en moins, parce qu'ils savent qu'ils vont se prendre des coups. Et enfin, il n'y a pas beaucoup de masos dans le pays, très peu, j'espère. Et dernière question, quelle question on t'a jamais posée, mais si on avait été un minimum bon, on te l'aurait posée dans ta carrière? Ce que j'ai toujours regretté, moi, justement, c'est le regard souvent des gens sur le joueur de foot en général. C'est, il tape dans un ballon, il gagne beaucoup d'argent et il est bête. C'est un peu malheureusement, c'est un peu le cliché. Et j'aurais tellement aimé faire par exemple, pas forcément qu'on me pose des questions, mais faire des interviews, mais sur des sujets différents que le foot. Sur qu'est-ce que je pense de la politique en France, mais on nous demande pas. On nous demande pas. J'ai l'impression qu'on n'est pas des citoyens comme les autres. Souvent, les citoyens dans la rue, on leur pose des questions. Nous, on ne nous pose pas ces questions-là. Si, les seules questions qu'on te pose, c'est t'es droite ou de gauche. Ouais. Il n'y a pas de nuance. T'es emmerdé quand t'es du centre. Non, mais il n'y a pas de nuance. Non, il n'y a pas de nuance. Et c'est embêtant parce que c'est toujours... ça tourne toujours autour du même fait que t'es jeune, tu gagnes beaucoup d'argent, ferme-la, quoi. Ton avis compte pas. C'est dommage, parce que je trouve qu'il y a des jeunes qui auraient beaucoup de choses à dire. Mais ils veulent pas, parce qu'ils ont pas forcément envie de prendre des coups. Mais je sais pas, faire des interviews sur d'autres choses, parce qu'au bout d'un moment, on radote, et puis on redit toujours les mêmes choses, quoi. Vous n'aimez pas que le foot. Heureusement. Oui, voilà. Non, mais je suis sûr qu'il y en a plein qui seraient super intéressants sur des sujets qui les passionnent. Et il y avait une autre chose que j'ai toujours... parce que j'ai toujours un rapport un peu particulier avec le monde du journalisme. Ça n'a pas toujours été le calme plat. Mon rêve, ça aurait été d'inverser le rôle. Que ce soit toi qui poses des questions. Ouais. Parce que quand on nous pose des questions, il faut qu'on réponde. On n'a pas le droit de dire non. J'ai pas envie. J'ai pas envie de répondre à ta question. Non, mais... Excuse-moi, Smaïl, j'ai pas envie de répondre à ta question. Toi, tu vas faire... Bah oui. Pourquoi ? Ça me ferait rire, en plus. Voilà. Mais parfois, parce que c'est sur des choses qu'on sait de toute façon, si on répond, de toute façon, on est mort. On est mort parce que tu dises là, de toute façon, t'es mort. Et ça m'est déjà arrivé, tu vois, sur des conférences de presse, quand un journaliste me posait une question piégeuse, la lui retourner et lui demander son avis à lui. Jamais un journaliste m'a donné son avis. Et j'ai jamais compris pourquoi moi, je devais toujours le donner, mais la personne en face, jamais. Et on m'a dit, c'est pas mon métier de donner mon avis. Je dis, ouais, on est des êtres humains, quoi. Ouais. Donc, tu vois, c'est des... Je comprends
Et t'aurais demandé quoi aux journalistes? Ah bah alors à certains, je leur aurais demandé ce qu'ils pensaient de choses très précises sur certains joueurs, sur certaines équipes ou sur des sujets de foot. Hein. Ouais, bien sûr. Parce que je trouvais que leur question était hypocrite et que même si lui me disait qu'il pensait ça, en fait il aurait été ici. Donc c'est ça. Parfois inverser les rôles, je trouve ça bien. Tu sais, il y a une chose que j'admire dans l'Ajax d'Amsterdam, c'est leur école de football. Bah, tu sais que à l'Ajax d'Amsterdam, quand ils ont 13, 14, 15 ans, les joueurs, on les fait jouer à des postes qui ne sont pas les leurs, tout le temps. On les fait changer. Pendant leur apprentissage. Ouais, on les fait changer de poste tout le temps. Pourquoi ? Parce que ça va apprendre à l'arrière latéral quel est le vrai poste du défenseur central, par exemple. Donc toi, tu as arrière latéral, bah tiens, maintenant, puisque tu gueules toujours sur ton central parce qu'il est mal placé, tu vas jouer le central. Et tu vas prendre conscience de parfois, le central est obligé de faire des choix. Voilà. Après, tu fais pareil avec les milieux de terrain, axe, attaquant. Et je trouve que c'est bien. Je trouve que ça rapproche les... Ça devrait faire pareil parfois. Parfois, je devrais te poser des questions, Smile. T'en as une ? Non, là, il faudrait que je les prépare. Mais je pense que je pourrais écrire un livre avec. Ah bon, on va faire ça. Merci beaucoup, Willy. J'ai un petit truc à te demander. J'aime bien ces couleurs. Regarde. Alors, à part Saint-Étienne, il est en haut, le nom du... Il n'y a pas de nom sur le maillot. Il y a le Bayern écrit en haut. Tu vois, on ne l'a pas préparé. Le Bayern est toujours écrit en haut. Hein. Toujours. Ouais. Alors tu me disais, ouais. Alors à part Saint-Étienne, mais bon, c'est chez moi, c'est vert, c'est normal. C'est vert, c'est les prairies, tu vois, c'est l'herbe, voilà. Mais après, quand tu regardes tous les autres clubs où je suis passé, et même la sélection géorgienne, c'est du rouge et blanc. Hein. C'est vrai. Et Monaco, hein. C'est vrai. La Géorgie, le Bayern. Ce qu'on va faire, c'est que je vais te le faire signer. Ouais, avec plaisir. Et puis on va le faire gagner à nos abonnés. Pour ça, rien de plus simple. Vous vous abonnez, vous écrivez en dessous que vous participez au concours. On va le faire signer par Willy. On va vous mettre la photo pour que vous soyez bien sûr que c'est la signature de Willy Sagnol. Et puis on le fera gagner à un de nos abonnés, un de nos membres. Échangez avec nous. Dites-nous qui vous aimeriez voir ici sur le fauteuil après Willy. Et on essaiera de passer encore un aussi bon moment qu'aujourd'hui. Je me suis régalé, Willy. Merci beaucoup. Merci à toi, Smile. C'est exactement ce qu'on recherche. Donc, comme on a parlé de foot, on s'est régalé sur le foot, mais on n'a pas parlé de résultats. On n'a pas parlé pas vraiment. Si, un petit peu de tactique à un moment avec les. Ouais, mais les résultats, c'est toujours à cause des arbitres. Voilà, c'est ça. C'est toujours à cause des arbitres. Il y avait les journalistes et je crois que le pire, c'est les arbitres. Ah, mais c'est bon, on n'en parle pas. On n'en parle pas. Mais ouais, c'est kiffant de pouvoir échanger sur ce que vous êtes, les acteurs du foot. Les entraîneurs, les sélectionneurs, les présidents, les joueurs. Et c'est pour ça qu'on fait ça. Et je crois que ce qui nous réunit tous, au-delà du jeu et de Zidane, c'est l'amour des émotions que nous donne le foot. Donc merci beaucoup d'avoir été en notre compagnie. C'était un plaisir. Merci à toi. À très bientôt. Ciao. À bientôt sur Campo. Salut à tous.